Peu importe le temps qui passe, je sais surtout que cet endroit n'aurait jamais dû être là. Quand j'étais enfant, je suis allé explorer un cimetière près de chez moi. Ce n'était pas aussi étrange que ça en a l'air. Il y avait de l'art normand ancien et même quelques ossements humains dispersés, ce qui, à 10 ans, me semblait surtout fascinant. Le cimetière se trouvait dans la campagne du comté de Kerry, un endroit calme où l'on croisait rarement quelqu'un. Je me promenais à vélo entre les tombes, roulant lentement sur les chemins de gravier, quand j'ai aperçu 4 hommes habillés en tenue du corps de l'armement. Ils avançaient lentement, passant de tombe en tombe, observant le sol comme s'ils cherchaient quelque chose de précis. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qu'ils faisaient là. Avant même que j'aie le temps de m'approcher davantage, 2 d'entre eux se sont tournés vers moi, ont levé leurs fusils et m'ont ordonné de partir. Leur ton était sec, sans menace inutile, mais suffisamment sérieux pour me glacer le sang. Je suis rentré chez moi aussi vite que possible et j'ai tout raconté à ma mère. Dans la région, ce genre de choses n'était pas complètement impossible. Il arrivait encore qu'on découvre des munitions datant de la guerre civile irlandaise, et des alertes à la bombe se produisaient parfois. Après en avoir parlé, nous avons décidé d'y retourner tous ensemble en voiture, moi, ma mère, mon père et mon frère, pour vérifier et prévenir les autorités si nécessaire. À peine quelques minutes s'étaient écoulées depuis mon passage au cimetière. Nous sommes arrivés au carrefour qui mène à l'entrée du site. À partir de là, tout devient flou. En fait, pour moi, le souvenir s'arrête complètement à cet instant. Je me suis réveillé plus tard dans un champ, juste à côté du cimetière. Ma tête me faisait atrocement mal, comme après un violent choc. Pendant quelques secondes, je ne comprenais pas où j'étais. Puis la peur est montée et j'ai commencé à crier le nom de ma famille. J'ai entendu des réponses venir de l'autre côté du mur du cimetière. En escaladant le mur, j'ai découvert une scène profondément dérangeante. Mon frère était allongé de travers sur un banc, dans une position qui n'avait aucun sens. Mon père sortait de l'ancienne église abandonnée. Il m'a plus tard expliqué qu'il se souvenait avoir été assis contre l'un des murs à l'intérieur. Aucun de nous ne comprenait comment nous avions pu nous retrouver séparés de cette façon. Nous avons ensuite rejoint la voiture. Elle était garée de travers au milieu du parking, comme si elle avait été abandonnée à la hâte. Ma mère était affaissée sur le volant. Quand nous l'avons réveillée, elle a sursauté brutalement, les yeux écarquillés, paniquée. Sans vraiment nous regarder, elle a crié de monter dans la voiture immédiatement. Elle a démarré en trombe et nous sommes partis sans nous retourner. Une fois rentrés à la maison, nous avons essayé de comprendre ce qui s'était passé. Moi, mon père et mon frère avions exactement le même trou noir dans nos souvenirs. Aucun de nous ne se rappelait quoi que ce soit après avoir atteint le carrefour. Ma mère, en revanche, se souvenait d'un peu plus. Elle a raconté qu'au niveau de la jonction, elle avait vu quelque chose d'indescriptible. Une lumière blanche extrêmement intense, soudaine, puis plus rien. Pas de bruit, pas de sensation de choc, seulement le vide. Il y a 1 an, je suis parti en road trip de Santa Monica jusqu'à Seattle. C'était l'un des meilleurs voyages de ma vie, même s'il y a eu quelques moments où les choses sont devenues un peu trop réelles. En dehors de l'épisode où un hippie s'est mis dans une position très explicite pour me proposer du sexe oral, le moment le plus bizarre a été ma visite d'une station-service complètement sous méthamphétamine, quelque part près de Yucca Valley. Déjà, j'ai fait ce voyage hors saison, en août, donc il faisait une chaleur écrasante et il n'y avait pas grand monde. Ensuite, j'étais ce touriste relou qui s'arrête juste pour utiliser les toilettes et remplir son cube d'eau, parce que je comptais randonner et camper dans le parc au sud de là pendant quelques jours. Bref, j'entre dans la station et derrière la caisse se tenaient 2 personnes parmi les plus bronzées et les plus maladives que j'ai jamais vues. Elles avaient l'air d'être mari et femme et me fixaient avec une intensité qu'on voit rarement ailleurs que dans le sport de haut niveau ou dans des films où les personnages meurent de faim. Je leur ai demandé s'ils avaient des toilettes et la femme a pratiquement hurlé « non ». J'ai répondu « d'accord, je vais juste prendre un Gatorade alors ». Je plaisante, les toilettes sont au fond, a-t-elle dit juste après,
beaucoup plus calmement, mais presque trop vite pour que mon cerveau affecté par la chaleur puisse vraiment comprendre. Je suis allé à l'arrière et, derrière plusieurs bandes de ruban jaune avec des X de mise en garde, se trouvait une porte de toilette avec un panneau « hors service ». J'ai ouvert la porte et je suis tombé sur des toilettes parfaitement normales et étonnamment propres. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis je suis retourné à l'avant pour prendre mon Gatorade. La femme était toujours là, raide comme un piquet, en train de me fixer, mais le mari s'était déplacé près des étagères de snacks, en examinant leur contenu. Je me suis dirigé vers les frigos et j'ai commencé ce vieux dilemme consistant à peser le pour et le contre entre le goût rouge et le goût bleu, puisqu'il n'y a pas d'autres options. À travers la vitre, je pouvais voir le mari en train de me reluquer franchement au coin de l'allée, avec ce genre de regard appuyé que la bande de Scooby-Doo lançait quand elle suivait le méchant jusqu'à sa planque. À ce moment-là, j'en avais assez. J'ai payé rapidement, demandé où se trouvait le robinet, et je me suis tourné dos à la porte pour éviter de voir d'autres regards bizarres pendant que je remplissais mon cube d'eau. Je n'ai jamais ressenti de ma vie une envie aussi forte de quitter une ville le plus vite possible. Quand j'étais enfant, je partais chaque été dans un camp situé dans un parc naturel du Maryland. L'endroit était immense, rempli de sentiers qui serpentaient entre les arbres et de vieux bâtiments datant du 19e siècle. La première année s'était déroulée sans aucun problème. Je dormais sous tente, je marchais pendant des heures et la forêt me semblait familière et rassurante. La deuxième année, tout a changé quand les animateurs nous ont raconté que cette forêt était celle où avait été tourné The Blair Witch Project. Les autres enfants avaient commencé à chuchoter entre eux, à plaisanter nerveusement le soir autour du feu. De mon côté, je campais souvent avec ma famille et les bois ne m'avaient jamais fait peur. Je pensais que ce n'était qu'un film et que les histoires servaient surtout à impressionner les nouveaux. Un après-midi, nous rentrions d'une longue randonnée. Le groupe comptait une cinquantaine d'enfants et je marchais tout au fond de la file, un peu fatigué mais calme. Le sentier montait en pente raide et, sans vraiment savoir pourquoi, j'ai tourné la tête vers le bas de la colline. C'est là que je l'ai vu. Une silhouette sombre avançait dans la pente, enveloppée d'un manteau noir déchiré. Ses bras étaient levés comme pour se frayer un passage entre les branches. Elle montait à une vitesse irréelle, traversant les buissons bien plus vite qu'un être humain ne l'aurait pu. Mon cœur s'est mis à battre violemment et j'ai senti mes jambes se figer une fraction de seconde. J'ai alors couru sans réfléchir jusqu'à l'avant du groupe, me plaçant près d'un animateur. Il m'a regardé, surpris par mon visage pâle et affolé, et m'a demandé ce qui n'allait pas. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, je me suis retourné pour montrer ce que j'avais vu. Il n'y avait plus rien. La colline était vide, silencieuse, comme si rien ne s'y était jamais trouvé. L'animateur m'a rassuré, disant que j'avais sûrement imaginé quelque chose à cause de la fatigue. Les autres enfants ont continué à marcher, certains riant, d'autres lançant des regards inquiets autour d'eux. Moi, je suis resté silencieux jusqu'au camp, jetant des coups d'œil constants entre les arbres. Celle-ci n'est pas vraiment effrayante, plutôt frustrante, parce qu'elle concerne un endroit et peut-être même tout un trajet qui semble avoir disparu sans raison. C'était il y a environ 11 ou 12 ans, j'étais adolescent. Mon père, ma sœur, une amie à elle et moi passions une journée à la plage. Nous allions de New York à Westerly, dans le Rhode Island. À l'époque, rien ne me semblait bizarre, mais apparemment nous avons pris LI 84 tout le long. C'était l'une des rares fois où j'étais assis à l'avant pendant un voyage en voiture, donc je faisais attention au trajet. Je me souviens très bien avoir été coincé dans un trafic énorme et être passé près de montagnes, en me disant que c'était étrange puisque nous allions à la plage. Sur le chemin du retour, nous avons pris une route secondaire et, alors que nous étions encore dans le Rhode Island, nous nous sommes arrêtés devant un restaurant de fruits de mer. Mon père avait dit que c'était un buffet à volonté, et comme j'adorais les fruits de mer, j'étais super enthousiaste. Mais il y avait presque aucune voiture sur le parking, alors il a voulu entrer seul pour vérifier si c'était ouvert, regarder les prix, ce genre de choses. Il est ressorti en disant que nous n'allions pas manger là parce que c'était $64 par personne. Je me souviens avoir pensé que ce n'était pas possible.
On était vers 2006 ou 2007, et mon moi naïf n'avait jamais mangé dans un endroit où un repas coûtait plus de 15 $ par personne. Des années plus tard, j'ai déménagé à New London, dans le Connecticut, juste près de la frontière avec le Rhode Island et à une demi-heure de la plage de Westerly. Je me rends compte aujourd'hui que soit mes souvenirs de cette journée sont complètement faux, soit nous sommes allés dans un endroit qui n'existe tout simplement pas. Westerly se trouve sur l'I 95, pas sur l'I 84, et j'ai essayé plusieurs fois de retrouver ce restaurant de fruits de mer sans jamais y parvenir. Mon père a confirmé que l'endroit avait bien existé, mais il ne se souvenait pas du nom. Je ne lui ai pas encore reparlé de l'histoire de l'I 84, des montagnes et des embouteillages, mais maintenant je me dis qu'il est peut-être temps de creuser un peu tout ça. J'ai fait mes études dans une petite ville du Missouri et une nuit, vers 3 heures du matin pendant la semaine des examens finaux, quelques amis et moi avons fini par saturer complètement. Après des heures à réviser, nous avions besoin de faire autre chose, n'importe quoi, tant que ce n'était plus des cours. Quelqu'un a alors proposé une idée qui circulait depuis longtemps sur le campus, trouver le mythique pont du train. C'était soi-disant un vieux pont branlant, juste à l'extérieur de la ville, qui passait au-dessus des voies ferrées. Les trains y circulaient assez souvent, surtout la nuit, et la légende disait que si on se penchait légèrement au bord du pont quand un train passait en dessous, le souffle d'air pouvait vous projeter en arrière. Avec le recul, c'était complètement stupide, mais à l'époque, ça nous semblait être une aventure parfaite. Il n'y avait aucune vraie indication pour trouver ce pont. Tout se transmettait par le bouche à oreille. Un de mes amis affirmait qu'il savait exactement où c'était, alors nous nous sommes retrouvés assis entassés dans sa voiture et nous avons quitté la ville. Au bout de 20 minutes, il était clair qu'il improvisait totalement. Nous avons pris une dizaine de routes en terre, persuadés à chaque fois que le pont devait forcément être au bout de celle-ci. Puis, au détour d'un chemin, nous avons vu quelque chose d'étrange. Sur le bord de la route se tenait un vieux panneau en bois peint en blanc, visiblement très ancien et abîmé par le temps. En lettres rouges, on pouvait lire « Bonbon » avec une flèche pointant vers une autre route encore plus sombre, bordée d'arbres épais. Dans la voiture, tout le monde a éclaté de rire. Quelqu'un a dit que ça ressemblait au début d'un film d'horreur. Évidemment, personne n'a suggéré de faire demi-tour. Nous avons emprunté cette route. Elle semblait interminable. Les phares éclairaient à peine les arbres serrés autour de nous, et le silence était pesant. Personne ne parlait plus. Puis, sans avertissement, la route s'est arrêtée net. Devant nous, il n'y avait plus que la forêt. Sur un vieux pneu posé au sol, un message était peint en lettres blanches « Sortez d'ici ». Juste à côté, un autre panneau annonçait « On va vous tirer dessus ». Sur le moment, on a essayé de se convaincre que c'était juste un avertissement banal de campagne, mais l'ambiance avait complètement changé. Malgré tout, certains d'entre nous sont sortis de la voiture pour prendre des photos, nerveux mais excités. C'est à ce moment-là que nous avons entendu du mouvement. Des branches craquaient, et une lumière est apparue entre les arbres, se déplaçant lentement dans notre direction. Mon ami a juré à voix basse et nous a ordonné de remonter dans la voiture immédiatement. Il a tenté de faire demi-tour, mais la route était étroite et la voiture trop longue. Chaque manœuvre semblait durer une éternité. La lumière se rapprochait, sans qu'on puisse distinguer qui ou quoi la tenait. Finalement, la voiture s'est remise dans le bon sens et nous avons quitté cet endroit à toute vitesse, le cœur battant, personne ne disant un mot avant d'être de retour sur une route asphaltée. Ce n'est qu'après, en essayant de rire pour évacuer la tension, que nous avons réalisé que mon ami avait arraché le panneau « Bonbon » en repartant. Il l'a accroché plus tard dans sa chambre universitaire, comme un trophée étrange. Nous avons essayé plusieurs fois de retrouver cet endroit, sans jamais y parvenir. Aucune route ne semblait correspondre. Comme si ce lieu n'avait existé que cette nuit-là. Ironiquement, nous avons fini par trouver le fameux pont du train une autre nuit, mais il n'a jamais égalé l'étrangeté de cette rencontre perdue au milieu des chemins de terre. Honnêtement, je ne sais pas trop si cette histoire a vraiment sa place ici, mais en été, j'aime aller pêcher. J'adore regarder les vagues,
sentir la brise et profiter du moment. Je pêche toujours en mer et j'habite dans le Maine, sur la côte est. Bref, c'était l'été dernier. Je suis allé pêcher avec mon cousin, appelons-le Andrew. Nous installions nos cannes sur le sable et nous pêchions depuis la plage. En général, on préparait tout avant que le soleil ne se couche. Je ne me souviens plus exactement pourquoi, mais ce jour-là Andrew a dû rentrer plus tôt, et c'était lui qui avait la voiture. J'ai décidé de rester pour continuer à pêcher, la soirée se passait bien et j'avais déjà attrapé un poisson. Environ 40 minutes après le coucher du soleil, il est parti, et les dernières lueurs disparaissaient du ciel. La lune éclairait la plage autour de moi. Je suis retourné m'asseoir à l'endroit que j'avais aménagé et, avec ma lampe, j'ai commencé à lire mon livre. La lune était pleine, le ciel rempli d'étoiles, l'océan calme et scintillant. C'était magnifique. Il n'y avait pas une seule autre personne sur la plage à cette heure de la nuit. En journée, quelques personnes passent parfois, et il n'est pas rare de croiser un autre pêcheur. 1 heure environ s'est écoulée sans que ma ligne ne bouge, ce qui me paraissait long. J'ai donc décidé de changer de type d'appât. J'ai pris mon matériel et je suis descendu jusqu'au bord de l'eau pour remonter une de mes cannes. Alors que j'étais debout, les chevilles dans l'eau glacée de l'Atlantique, j'ai vu quelqu'un accroupi dans les vagues, à environ 60 mètres de moi. J'ai été un peu choqué de ne pas avoir remarqué cette personne plus tôt. Il n'y a qu'un seul accès principal à la plage, et il se trouve juste à côté de l'endroit où j'avais installé mon siège et ma lampe. J'ai planté ma canne dans le sable et j'ai commencé à lui faire signe pour essayer de voir qui c'était. Je me suis approché, et plus j'avançais, plus cela ressemblait à un enfant ou à un jeune, à en juger par la taille, penché vers l'eau peu profonde, la tête baissée. J'ai continué à marcher et à l'appeler, inquiet pour ce que je pensais être un enfant. Mais en m'approchant davantage, à la lumière de la lune, au lieu de voir un t-shirt ou des vêtements, j'ai distingué des écailles grises, brillantes. Des écailles grises. Sur son dos, il y avait une sorte de colonne vertébrale comme celle d'un poisson, avec de longs piquants reliés entre eux par une membrane. J'étais à peut-être 4 ou 5 mètres de lui à ce moment-là. Quand j'ai compris ce que je voyais, il était trop tard. Je suis resté immobile tandis que la chose commençait à se redresser. Là où je pensais voir un visage humain, il y avait un museau semblable à celui d'un chien et de grands yeux noirs, comme ceux d'un requin. Nos regards se sont croisés. Je suis resté figé pendant qu'elle levait la tête vers le ciel, ouvrait la bouche et poussait un son horrible. Je ne sais pas vraiment comment décrire ce bruit. Je n'ai jamais rien entendu de semblable, et j'espère ne jamais en entendre un autre comme ça. Cela sonnait comme si la créature souffrait, d'une manière étrange. Puis, tout aussi soudainement, elle est retournée dans les vagues et a disparu dans l'océan. Depuis des années, je fais des rêves récurrents à propos d'une ville qui n'existe pas. Pourtant, je pourrais expliquer sans hésiter comment s'y rendre, décrire chaque rue, chaque quartier, et même raconter les endroits précis où j'y ai vécu. Je connais le chemin exact depuis l'autoroute locale, le moment où il faut quitter la voie principale, la courbe qui mène normalement vers la ville. Mais une fois éveillé, cette sortie n'existe pas. À sa place, il n'y a qu'une immense forêt dense et silencieuse. Dans mes rêves, le temps n'a rien de stable. Parfois, je n'y reste que quelques heures. D'autres fois, j'ai l'impression d'y passer des jours, voire des mois entiers. Lors des rêves les plus longs, je finis par reprendre une vie normale là-bas. J'ai déjà dû chercher du travail, payer un loyer, apprendre des habitudes. Il m'arrive souvent de travailler dans un bar du centre-ville, un endroit chaleureux avec un comptoir en bois usé et des habitués qui connaissent mon prénom. Les conversations y sont banales, on parle du temps, des travaux sur la route, des souvenirs d'enfance. Ce qui me trouble le plus, ce sont les habitants. Ils semblent avoir une continuité que je ne maîtrise pas. Quand je n'ai pas rêvé de la ville pendant un long moment, certains me demandent où j'étais passé. Ils ont l'air sincèrement contrariés par mes absences, comme si j'avais réellement disparu sans prévenir. Au fil des années, je les ai vus changer. Des couples se sont formés, des mariages ont eu lieu, des enfants sont nés. J'ai même assisté à des disputes et à des réconciliations, comme dans n'importe quelle petite ville réelle.
Un ancien chalet de ski, situé sur les hauteurs, a longtemps été abandonné. Pendant plusieurs rêves, il est resté fermé, les vitres cassées et le parking envahi par les herbes. Puis un jour, il a rouvert, transformé en musée d'histoire locale. Les habitants semblaient fiers de cette rénovation. Certains m'ont raconté des anecdotes que je n'avais jamais entendues auparavant, comme si la ville essayait de préserver sa propre mémoire. Depuis environ 5 ans, ces rêves deviennent de plus en plus rares. L'intervalle entre chaque visite s'allonge. Et pire encore, je commence à oublier. Des rues autrefois évidentes me demandent un effort pour être replacées. Des visages me semblent familiers sans que je puisse me rappeler leur nom. Même le chemin depuis l'autoroute devient flou dans mon esprit, alors qu'il était autrefois gravé avec une précision inquiétante. J'ai parfois l'impression que la ville s'éloigne volontairement de moi. Comme si elle se préparait à continuer sans ma présence. Je sais, au fond de moi, qu'un jour je m'y rendrai pour la dernière fois. Je me réveillerai ensuite avec des souvenirs incomplets, incapable de retrouver ce lieu, condamné à me demander si cette étrange petite ville a réellement existé quelque part, ou si elle ne vit désormais que dans ce qu'il reste de mes rêves. Je conduisais de Dallas à Tuscaloosa. Je suis parti à minuit et j'ai roulé toute la nuit sans m'arrêter, avec 2 amis complètement endormis sur leur siège. Il devait être environ 4 heures du matin et il me restait un quart de réservoir, ce qui correspondait à peu près à 100 miles d'autonomie. J'ai vu que la ville la plus proche était à environ 90 miles, et j'étais vraiment inquiet à l'idée de ne pas y arriver. Avant d'atteindre cette ville, je suis tombé sur un tout petit bourg qui n'apparaissait pas sur la carte. Quelques maisons, une station-service, une supérette, et c'était à peu près tout. Je suis entré dans la station-service et j'ai tendu $50 au type pour faire le plein. C'était un homme noir très grand et très maigre, du genre extrêmement maigre, comme si sa peau était tendue sur ses os. Il devait faire au moins 1,95 m. Il avait aussi quelque chose de vraiment inquiétant dans le regard. Il m'a regardé, s'est penché au-dessus du comptoir, a jeté un coup d'œil dehors, puis m'a regardé de nouveau. Il m'a rendu mes $50 ainsi qu'une casquette et m'a dit « Écoute, tu as l'air d'un jeune gars bien. Tu ne veux pas traîner par ici à cette heure de la nuit en ayant l'air comme ça. Mais la casquette, retourne vite à ta voiture et fais le plein dans la prochaine ville. » D'après la façon dont il l'a dit et la manière dont il a insisté sur « ayant l'air comme ça », j'ai pensé qu'il parlait du fait que j'étais blanc, mais je n'en suis pas totalement sûr. J'étais complètement perdu et j'ai simplement répondu que je n'avais pas assez d'essence pour aller jusque-là, que c'était justement pour ça que j'étais là, et que je ne savais même pas que cet endroit existait. Il m'a répondu « Il n'existe pas tiens, il reste 2 gallons dans ce bidon. Roule encore 15 à 20 miles et utilise ces 2 gallons. Mais s'il te plaît, il faut que tu partes maintenant. » À ce moment-là, j'ai arrêté de le questionner et je suis parti. Sur le trajet du retour, c'était en plein jour, et j'ai voulu repasser pour rendre le bidon avec les 2 gallons dedans. Mais évidemment, impossible de retrouver ce foutu petit bourg. C'était comme s'il avait disparu pendant le week-end. Depuis ce jour, je refuse de m'arrêter dans des petites villes qui ne sont pas sur la carte. Je n'ai aucune idée de ce que l'employé de la station-service essayait de me faire éviter, mais il m'a fait partir avec une urgence évidente et m'a même donné de l'essence gratuite pour que je m'en aille. Lors d'un long trajet en voiture à travers les États-Unis, de l'ouest vers l'est, quelque chose a commencé à attirer notre attention. Tous les 10 ou 20 kilomètres, on voyait le même panneau publicitaire pour une aire de repos et un arrêt routier appelé « The Thing ». Chaque panneau avait une phrase différente. La Ford Model T était The Thing en 1908. Ceci était The Thing en 1920. Plus on avançait, plus ça devenait intriguant. Au bout d'un moment, on a fini par céder. Après avoir vu ces panneaux pendant des heures, on s'est dit que ça valait bien un arrêt, ne serait-ce que pour se dégourdir les jambes et manger un morceau. L'endroit ressemblait à un banal arrêt pour routiers, avec une boutique de souvenirs, quelques machines et un petit musée annoncé à l'entrée. On a payé l'entrée sans trop réfléchir, surtout par curiosité. Au début, le musée était presque amusant. Chaque pièce représentait une époque différente.
On passait de salle en salle en découvrant des objets ou des inventions qui avaient été à la mode à leur époque. Des explications simples, un ton presque humoristique. On riait, on commentait, rien de bien sérieux. L'ambiance était légère, presque kitsch. Puis, sans vraiment prévenir, quelque chose a changé. Les salles suivantes parlaient toujours de ce qui avait été The Thing, mais le ton devenait plus sombre. Les lumières étaient plus faibles. Les objets exposés n'étaient plus des inventions ou des curiosités historiques. On s'est retrouvé face à des instruments de torture. Une pancarte expliquait calmement que la poire d'angoisse avait été The Thing à une certaine époque. Plus loin, on parlait de la Vierge de fer comme si c'était une simple mode passagère. À chaque pas, l'atmosphère devenait plus oppressante. Les murs semblaient se rapprocher. Le silence pesait lourd, seulement interrompu par nos pas et le grincement du sol. On ne riait plus du tout. On avançait presque par obligation, avec ce malaise grandissant, comme si le musée se nourrissait de notre inconfort. Et puis, soudainement, le parcours s'est terminé. Une simple porte donnait directement sur la boutique du départ. La lumière était vive, trop normale après ce qu'on venait de voir. Derrière le comptoir, le propriétaire nous attendait, souriant largement. Il nous a regardés les uns après les autres avant de lancer, d'un ton enjoué, « Alors, ça vous a plu ?» J'ai enfin pris le temps de lire le Left Right Game et j'en ai parlé à mon copain Louis. On a décidé d'y jouer pour rigoler, surtout parce qu'on aime bien conduire en écoutant de la musique. Après nous être un peu perdus en faisant les virages, nous avons fini par arriver dans une vieille orangerie. Nous ne savions pas qu'il y avait des « fermes » près de chez nous, car nous pensions être encore quelque part dans notre ville natale, qui n'est pas du tout une zone rurale. Cela nous a donc paru assez étrange. Comme la nuit était agréable, nous avons décidé de marcher entre les arbres pour explorer, et peut-être nous amuser un peu. En quittant le chemin pour entrer dans le bosquet, nous avons remarqué que le sol était entièrement recouvert d'oranges pourries et anciennes, comme si cet endroit n'avait bénéficié d'aucun entretien depuis très longtemps. Peu après, nous avons vu un pick-up rouge passer près de nous, sans y prêter plus d'attention que ça. Pris par notre esprit d'aventure, nous avons commencé à nous amuser en essayant de marcher sur les oranges, quand soudain un cri terrifiant a retenti juste au-dessus de ma tête. J'ai eu une peur terrible, mais Louis avait vu qu'il ne s'agissait que d'une chauve-souris qui m'avait frôlé, ce qui est rare mais pas impossible dans cette région. Un peu secoués, nous avons décidé de retourner vers la voiture. En approchant, nous nous sommes arrêtés tous les deux en remarquant que le pick-up rouge était arrêté au bout du chemin, ses phares braqués sur nous. À ce moment-là, j'étais vraiment effrayé, alors je suis monté dans la voiture. Le camion a commencé à avancer lentement vers nous sur le chemin, et j'ai supplié Louise de monter aussi, mais dans son rôle de dur, il a attendu, pensant que quelqu'un essayait de nous faire peur. Finalement, le véhicule est passé à côté de nous à une vitesse extrêmement lente et inconfortable. Les vitres étaient teintées, donc impossible de bien voir à l'intérieur. J'ai alors réussi à faire monter Louise dans la voiture et nous sommes partis. Après environ 25 minutes de route pour rentrer chez nous, j'ai cherché des orangeries près de chez moi et je n'ai rien trouvé concernant un endroit de ce genre dans cette zone. Rien de vraiment effrayant, juste une expérience un peu étrange. Mon mari et moi roulions sur une route de campagne dans l'Iowa, en pleine nuit, il y a quelques années. Le trajet était long, la route déserte, et à force d'attendre nous avions tous les deux besoin de nous arrêter, à la fois pour faire une pause et pour trouver de l'essence. Le problème, c'est que dans ce coin du Midwest, les stations ne poussent pas à chaque carrefour. Nous avons pris la première route indiquant une ville, en nous disant qu'elle ne devait pas être bien loin. Les minutes ont passé. 10 minutes, puis 15. Toujours rien. Pas un lampadaire, pas une maison, seulement les phares éclairant l'asphalte et les champs autour de nous. Mon mari a commencé à plaisanter pour détendre l'atmosphère, mais je sentais bien qu'il était aussi nerveux que moi. Nous avons fini par parler de faire demi-tour. C'est à ce moment-là que la route a tourné brusquement. Devant nous, les collines de chaque côté étaient couvertes de tombes.
Des rangées entières de pierres grises se succédaient, éclairées par intermittence par nos phares. Le cimetière semblait interminable, s'étendant sur plusieurs kilomètres. J'ai ralenti sans m'en rendre compte, comme si quelque chose nous observait. Au bout de cette traversée macabre, nous sommes enfin arrivés dans ce qui semblait être la ville. Il n'y avait qu'une station essence et 2 ou 3 maisons autour du carrefour. Aucune lumière aux fenêtres, aucun signe de vie. Nous nous sommes regardés sans dire un mot et la décision a été immédiate. Nous avons serré les dents, ignoré nos vessies en détresse, et mon mari a fait demi-tour aussi vite qu'il a pu. Nous avons rejoint l'autoroute sans nous arrêter, le cœur battant, soulagés de laisser derrière nous ce cimetière et cette station essence perdue au milieu de la nuit. Il était hors de question que l'un de nous sorte de la voiture dans un endroit pareil. Certaines pauses peuvent attendre. Il y a environ 10 ans, j'étais en voyage en voiture avec ma famille vers le mont Rushmore. Nous traversions la partie et de l'état de nuit, sur une portion d'autoroute entourée de collines boisées de chaque côté, et d'après mes souvenirs, il n'y avait aucune ville à proximité. Nous roulions depuis au moins quelques heures, en venant du Wisconsin, et il faisait complètement noir. Nous arrivions sur un tronçon où la forêt s'éloignait un peu de l'autoroute, ce qui permettait de voir des collines à environ un demi-mile de distance. Là, au milieu de nulle part, se trouvait une fête foraine installée dans les bois. Elle était sur une pente douce orientée vers l'autoroute, ce qui permettait de tout voir clairement. Il y avait des tentes, une grande roue, divers manèges et stands, ce genre de choses. Ce n'était pas immense, mais ça ressemblait à une fête foraine locale tout à fait classique. Sauf que c'était en pleine nuit, au milieu de la forêt du Dakota du Sud, loin de toute civilisation. L'ensemble baignait dans une faible lueur verdâtre de néon, et le style typique donnait l'impression que tout sortait tout droit des années 1950. Je me souviens très nettement que la grande roue tournait. Jusque-là, rien de trop étrange, non. Mais je jure sur ma vie qu'il n'y avait absolument personne qui se promenait, pas une seule voiture, et même pas une route visible à proximité. Certes, il est possible que la route d'accès et le parking aient été dissimulés dans les bois de l'autre côté, mais je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait s'y rendre, d'autant plus que je ne crois pas qu'il y ait eu une sortie d'autoroute sur ce tronçon. Ma mère était éveillée elle aussi et a vu la même chose, mais seulement elle et moi. Nous avons essayé à plusieurs reprises de trouver la moindre information sur une fête foraine ou un carnaval dans cette région, sans jamais rien trouver. Pour ceux qui voudraient faire des recherches, je pense que ce voyage a eu lieu en mai ou en juin, probablement vers 2008, et nous approchions de Custey, dans le Dakota du Sud, sans doute à 1 à 3 heures à l'est. Sur le moment, c'était juste un instant de surprise, mais plus tard, nous avons réalisé à quel point toute cette expérience avait été dérangeante. J'ai grandi au milieu de nulle part, au Texas. C'était une toute petite ville appelée Hawley, à quelques kilomètres d'Abilene. De mémoire, ce n'était même pas une ville avec un seul feu tricolore. C'était une ville sans feu du tout. Il y avait une seule école qui regroupait tous les niveaux, de la maternelle jusqu'au lycée, 2 petits dîners, 2 stations essence, et rien d'autre. Autour, seulement du sable, de la poussière et des arbres de mesquite tordus par le vent. Parmi mes tout premiers souvenirs, il y a ceux de mes 2 frères aînés et moi qui passions nos journées à explorer les bois secs autour de la maison. Nous partions tôt, parfois dès le lever du soleil, avec l'impression que le monde entier nous appartenait. Nous marchions longtemps, sans vraiment savoir où nous allions, en suivant des sentiers invisibles que seuls les enfants semblent voir. L'un des souvenirs les plus marquants de ma vie là-bas est arrivé un jour où nous avions passé des heures à errer dans les bois. Nous devions être à environ 30 minutes de la maison à vol d'oiseau, mais à force de zigzaguer, de grimper et de contourner les broussailles, la distance réelle était bien plus grande. Soudain, devant nous, il y avait un immense lac. L'eau était calme, trop calme, et contrastait étrangement avec la terre sèche qui nous entourait. Aucun de nous n'a parlé tout de suite. J'ai senti un malaise immédiat, comme si quelque chose n'allait pas. Mes frères aussi. L'un d'eux a murmuré qu'on ferait mieux de rentrer. Sans discuter, nous avons essayé de refaire le chemin en sens inverse, beaucoup plus vite qu'à l'aller. Chaque bruit nous faisait sursauter,
et j'avais l'impression que les arbres semblaient différents, comme si le bois lui-même ne voulait pas de nous. Quand nous sommes enfin rentrés à la maison, essoufflés et couverts de poussière, nous avons raconté l'histoire à nos parents. Ils ont ri, disant que nous avions dû confondre un mirage avec un point d'eau, ou que la fatigue nous avait joué un tour. Pourtant, nous savions ce que nous avions vu. Nous avons essayé d'y retourner plusieurs fois, ensemble et séparément, en prenant des chemins différents. Nous n'avons jamais retrouvé ce lac. Quelques années plus tard, nous avons déménagé. Aujourd'hui encore, mes deux frères se souviennent exactement de la même chose que moi. Le même lac immense, le même malaise, la même fuite précipitée. Malgré des recherches interminables sur Google Maps et des retours sur place, rien. Pas un étang, pas une retenue d'eau, pas même une trace d'humidité. Le lac le plus proche se trouve à 30 minutes d'autoroute. Ce que je vais vous raconter, je ne l'ai dit à personne, sauf lorsque j'ai écrit mon histoire et que je l'ai envoyée à un podcast qui raconte des histoires vraies et effrayantes dans mon pays. Un peu de contexte d'abord. Je suis né avec un problème cardiaque qui fait que mon cœur se met parfois à battre très vite, et il arrive aussi que cela provoque une sorte de crise cardiaque. À plusieurs reprises, quand cela arrive, je finis évidemment aux urgences et je suis hospitalisé pendant quelques jours. Il y a quelques années, j'ai eu ce genre de crise cardiaque. Dans l'ambulance, en route vers l'hôpital, je sentais que j'allais mourir et j'ai fait la paix avec cette idée. Pas parce que je voulais mourir, mais parce que j'étais prête et absolument pas effrayée. Quelques heures plus tard, sans savoir si mon cœur s'était arrêté ni si j'étais réellement morte, je me suis réveillée et je ne me sentais pas très bien, ce qui est normal. Mais quelque chose était différent. J'avais une sensation étrange au creux du ventre et je sentais que quelque chose n'allait pas. Comme si j'étais coincé dans le corps de quelqu'un d'autre, sauf que c'était mon propre corps. C'est très difficile à expliquer, mais peut-être que vous comprenez. Bref, je n'avais pas mon téléphone avec moi et je voulais appeler mon petit ami pour lui dire ce qui s'était passé et que tout allait bien. Les seuls numéros que je connaissais par cœur étaient le sien, celui de mon père et celui de ma sœur. J'ai réussi à obtenir un téléphone et j'ai composé le numéro de mon copain. Quand il a décroché, j'ai ressenti un immense soulagement en entendant sa voix. J'ai parlé très vite en lui disant quelque chose comme « Salut, c'est moi, je voulais juste te dire que j'ai encore eu des problèmes avec mon cœur, je suis à l'hôpital et tout va bien maintenant. » Je m'attendais à une réponse du genre « J'arrive dès que je peux », mais à la place il a dit « Écoute, je suis désolé que tu sois à l'hôpital et on dirait que tu me connais vraiment, mais je n'ai aucune idée de qui tu es. » J'ai cru qu'il plaisantait, alors je lui ai répondu « C'est moi, Lisa, ta copine, j'ai cuisiné pour toi et ta fille il y a 2 jours, allez, arrête de plaisanter. » Et là, avec la voix la plus sérieuse du monde, il m'a dit « Je suis marié et je ne sais pas qui tu es. S'il te plaît, ne m'appelle plus jamais. » J'étais sous le choc. Je ne comprenais absolument pas ce qui se passait. Je savais qu'il avait divorcé de son ex-femme quelques années avant que nous nous rencontrions, donc tout cela n'avait aucun sens. Quand je suis rentré chez moi, des choses dans mon appartement étaient différentes. Des objets manquaient ou avaient changé de place, comme des photos, des tableaux, ce genre de choses. J'ai décidé de chercher mon « petit ami » sur Facebook et nous n'étions même plus amis. Il était indiqué qu'il était toujours marié avec son ex-femme. Avais-je imaginé être sa petite amie, passer du temps avec sa fille? Impossible. Je connaissais des choses sur lui et sur sa fille que je n'aurais jamais pu savoir si nous n'avions pas été ensemble. J'avais toujours cette sensation d'être dans le mauvais corps, que quelque chose clochait profondément, et c'est encore le cas aujourd'hui. J'y ai énormément réfléchi. Ma théorie est que je suis réellement morte et que je me suis réveillée dans une vie presque identique, mais dans une autre dimension ou quelque chose comme ça. Je sais que ça paraît fou. La majeure partie de ma vie est la même. En ce qui concerne ma famille, j'ai certains souvenirs que je semble être la seule à avoir. Dans mon ancienne vie, ma mère est morte à 44 ans, alors que dans cette vie-ci elle est morte à 50 ans, comme si elle avait eu quelques années de plus ici. Après avoir perdu mon petit ami, que j'aime toujours profondément,
et m'être réveillé dans ce qui me semble être un autre monde et une autre vie. J'ai lutté contre la dépression et avec le fait d'essayer de comprendre tout ça. Il y a environ 2 mois, je me suis inscrite sur Tinder et mon petit ami est apparu dessus. Nous avons matché et nous sortons ensemble actuellement. Il n'a aucun souvenir de moi, alors que moi j'ai 6 mois de souvenirs de nous, amoureux et passant des moments incroyables ensemble. Il m'a dit reconnaître ma voix, sans réussir à dire d'où. Je ne lui ai encore rien dit et je ne sais pas si je le ferai. Il penserait probablement que je suis folle. Avez-vous des théories sur ce qui a pu m'arriver ? Nous étions en train de traverser le pays en voiture avec toute la famille. Il était tard, les enfants étaient épuisés, et nous nous trouvions au milieu de nulle part, au New Mexico. Nous avons décidé de nous arrêter dans la prochaine ville pour passer la nuit. Il faisait extrêmement sombre, sans aucun lampadaire, mais nous avons aperçu une petite sortie menant à une bourgade. Nous avons suivi la route, trouvé un motel presque immédiatement, pris une chambre, et tout semblait normal. La personne à l'accueil paraissait un peu étrange, mais rien d'alarmant sur le moment. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'ai regardé par la fenêtre et ce que j'ai vu m'a immédiatement mis mal à l'aise. Tout autour du motel, il n'y avait que des maisons délabrées, certaines à moitié effondrées, d'autres visiblement abandonnées. Des déchets s'entassaient un peu partout, comme si personne ne s'en occupait depuis longtemps. Aucune voiture en vue. Aucun signe de vie. Je me suis dit que c'était juste un coin pauvre et isolé, rien de plus. En descendant à l'accueil, j'ai remarqué que nous étions les seuls clients de l'hôtel. Pas une seule autre famille, pas une seule voiture sur le parking. L'homme derrière le comptoir ce matin-là n'était pas celui de la veille, ou alors il avait complètement changé d'attitude. Il évitait mon regard, parlait lentement, et me donnait une sensation étrange, comme s'il savait quelque chose que je ne savais pas. Nous avons chargé les enfants dans la voiture et décidé d'aller chercher un petit déjeuner. Je me suis dit qu'on trouverait forcément un McDonald's. Après tout, il y en a partout. Pas ici. D'accord, pas grave. Il y avait une petite épicerie un peu plus loin dans la rue principale. Ma femme a proposé d'y aller pendant que je restais dans la voiture avec les enfants, dont 2 étaient encore attachés dans leur siège auto. Elle est entrée. À peine 2 minutes plus tard, elle est ressortie précipitamment, le visage pâle. Démarre, on s'en va maintenant. Je lui ai demandé ce qui se passait, mais elle n'a pas répondu tout de suite. Elle répétait seulement qu'il fallait partir, tout de suite. J'ai appuyé sur l'accélérateur, les pneus ont crissé, et nous avons quitté la ville sans réfléchir. Ce n'est qu'une fois revenue sur l'autoroute, loin de cet endroit, qu'elle a commencé à m'expliquer. Selon elle, les seules personnes dans l'épicerie étaient des personnes âgées, toutes habillées exactement de la même façon, avec des vêtements d'un autre temps. Sur le moment, elle s'est dit que c'était peut-être une communauté religieuse isolée. Mais dès qu'elle est entrée, tout le monde s'est arrêté de bouger et s'est mis à la fixer. Pas un regard furtif. Il la dévisageait sans détour, sans expression. Elle a pris du yaourt pour les enfants, puis a regardé la date. Tout était périmé depuis des mois. Elle a reposé les pots et s'est dirigée vers le lait chocolaté. Même chose. Des dates dépassées de plusieurs mois. Pas quelques jours. Des mois entiers. Elle a commencé à regarder les autres produits frais. Tout ce qui contenait des produits laitiers était impropre à la consommation. Le pain sur les étagères était couvert de moisissures. C'était comme si le magasin avait été rempli une fois, puis abandonné depuis 6 mois sans jamais être réapprovisionné. Pendant qu'elle regardait autour d'elle, les gens ont commencé à bouger. Lentement. Ils se sont mis à avancer vers elle, sans dire un mot, traînant les pieds. C'est à ce moment-là qu'elle a paniqué et qu'elle est sortie en courant. En l'écoutant, j'ai senti un frisson me parcourir. Une part de moi voulait faire demi-tour, revenir voir cet endroit de mes propres yeux, comprendre ce que c'était. Mais ma femme m'a regardé comme si j'étais fou. Elle m'a dit que c'était exactement comme ça que commencent les films d'horreur, et que jamais elle ne remettrait les pieds dans cette ville. Je n'ai pas insisté.
Nous avons continué notre route, et même aujourd'hui, je suis soulagé de ne pas avoir essayé de satisfaire ma curiosité. Je n'en ai pas vécu personnellement, mais je me souviens avoir lu une discussion similaire il y a assez longtemps, et cette histoire m'est restée en tête. Une jeune femme, peut-être étudiante ou récemment diplômée, racontait qu'elle rentrait chez sa famille en voiture. Le trajet depuis l'endroit où elle vivait était assez long, et lorsqu'elle a commencé à être fatiguée, elle a décidé de trouver un hôtel ou un motel pour passer la nuit. Elle finit par tomber sur un petit motel minable au milieu de nulle part. Elle est entrée dans le hall principal, a donné ses informations et a obtenu une chambre. En entrant dans la chambre, elle s'est rendue compte qu'elle était absolument immonde. Il y avait des taches partout, c'était extrêmement sale, et elle a vu des cafards. Après avoir vu l'état de la chambre, elle s'est dit tant pis et a décidé de dormir dans sa voiture. Elle conduisait un SUV de taille correcte avec des vitres teintées. Elle a rabattu les sièges arrière et s'est installée pour la nuit. Quelques heures plus tard, elle s'est réveillée et a remarqué plusieurs hommes en train de regarder par la fenêtre de la chambre qu'elle était censée occuper. Je crois que l'un d'eux avait une lampe torche. Un autre homme, qu'elle a reconnu comme étant le réceptionniste qui avait pris ses informations et lui avait donné la chambre, est arrivé avec une carte magnétique et a ouvert la porte lentement, en essayant de faire le moins de bruit possible. Une fois la porte complètement ouverte, tous les hommes se sont engouffrés dans la chambre. Après quelques minutes, elle a vu le groupe ressortir, visiblement confus. L'un des hommes s'est approché de sa voiture et a commencé à regarder à travers les vitres. Il a mis ses mains autour de son visage et collé son front contre la vitre, mais n'a rien pu voir à cause des vitres teintées. Ils ont continué à discuter dehors pendant un moment après ne pas l'avoir trouvée, probablement en essayant de comprendre où elle avait bien pu disparaître. Elle entendait des conversations étouffées et a décidé de se déplacer lentement vers le siège conducteur. Elle a réussi à y parvenir, a démarré la voiture, fait rugir le moteur et s'est tirée de là aussi vite que possible. Elle était légitimement paniquée et a roulé directement jusqu'à chez sa famille en quittant le motel. Une fois arrivée, elle a appelé la police locale de la ville où se trouvait le motel pour déposer un rapport. Après leur avoir raconté ce qui s'était passé, les policiers lui ont appris que le motel où elle avait séjourné avait fermé environ une semaine plus tôt et n'était plus en activité. Elle a très probablement échappé à un viol, un enlèvement et ou un meurtre. Quand j'étais plus jeune, on est allé à Busch Gardens et, pour la dernière attraction de la journée, on a décidé de monter dans Drachenfire. Mauvaise idée. Pendant tout le trajet, ma tête a violemment tapé de gauche à droite contre le harnais. À la sortie, j'avais une migraine terrible, au point de devoir m'asseoir pendant un long moment pendant que les autres parlaient encore de l'attraction. Le reste de la semaine de vacances, le parc nous a revus plusieurs fois, mais moi je refusais catégoriquement de remonter dans ce manège. Rien que le voir me donnait mal au crâne. L'année suivante, on est revenu au parc, et c'était l'année de l'ouverture d'Apollo Chariot. Dès la première descente, j'ai su que c'était devenu mon grand 8 préféré. Tout était fluide, rapide, presque apaisant comparé à l'autre. On l'a enchaîné plusieurs fois, en riant, en levant les bras, en essayant de mémoriser chaque virage. À l'approche de la fermeture du parc, on a utilisé la file des passagers seuls et on a réussi à le faire 3 fois de suite. Au premier tour, rien de spécial. Je profitais juste du vent et de la vue. Au deuxième, alors que le train atteignait le sommet de la grande montée, j'ai tourné la tête sur le côté. C'est là que je l'ai vu. Au loin, une énorme structure bleue, partiellement démontée, éclairée par des projecteurs venant du sol. Pendant une seconde, je n'ai pas compris ce que je regardais, puis la réalisation m'a frappé. C'était Drachenfire. Ou plutôt ce qu'il en restait. Son immense colline principale était là, comme un squelette métallique, figé dans la nuit. Je me suis souvenu qu'on avait remarqué avec satisfaction que l'attraction avait disparu du plan du parc cette année-là. La voir ainsi, démontée et silencieuse, m'a donné un étrange sentiment de victoire mêlé à un léger malaise. Je me souviens avoir murmuré quelque chose comme « enfin », sans vraiment savoir à qui je m'adressais.
Quand on est monté pour le dernier tour, je me suis préparé à regarder au même endroit. J'attendais presque de la revoir. Mais quand le train a atteint le sommet d'Apollo S Chariot, il n'y avait plus rien. Pas de colline bleue, pas de lumière, juste l'obscurité et le parc endormi au loin. J'ai cligné des yeux, penché la tête, mais la vision avait disparu. Vers 2001 ou 2002, ma femme et moi avons fait un road trip à travers le nord de l'Arizona. Nous venions tout juste de nous installer à Phoenix. Aucun planning, juste conduire, explorer et trouver un motel quand la journée touchait à sa fin. Un jour en particulier, nous nous sommes arrêtés dans une petite ville à cheval sur la frontière entre l'Arizona et l'Utah, Colorado City et Hildale. Le coin était très pittoresque, avec des formations rocheuses impressionnantes, et la ville avait l'air charmante. Ma priorité était de trouver un hôtel. J'en ai repéré un petit et j'ai suivi le panneau indiquant la réception. Et je suis littéralement entré dans le salon de quelqu'un. Une partie de la famille regardait la télévision. La femme qui semblait diriger les lieux était imposante, portait une robe traditionnelle complète rappelant la petite maison dans la prairie, et avait des tuyaux d'oxygène dans le nez reliés à une bouteille. Je me suis excusé et j'ai montré le panneau indiquant que c'était censé être le bureau. Elle nous a regardé bizarrement, puis nous a quand même attribué une chambre. Heureusement, elle était privée, mais assez petite. Il y avait une télévision, sans antenne ni câble, autant dire qu'elle ne servait à rien. Il était évident qu'ils étaient des mormons fondamentalistes d'un certain genre, mais nous avons haussé les épaules et laissé tomber. Ma femme et moi sommes allés nous promener dans la ville pour nous ouvrir l'appétit. Nous portions des shorts, nous nous tenions la main, et elle est latina, donc nous ne passions pas inaperçus. La ville était étrange. On voyait très peu de monde. Beaucoup de maisons étaient en construction, toutes sur des modèles similaires. Beaucoup étaient inoccupés et n'avaient aucune fenêtre au rez-de-chaussée, ce qui m'a vraiment intrigué. Un garçon nous a dépassés sur un quad, la tête tournée pour nous fixer en passant. Nous avons écourté notre balade et sommes retournés vers le restaurant que nous avions aperçu. Le restaurant était luxueux, décoré de velours, avec un style rappelant une autre époque. Nous étions les seuls clients. Une jeune femme, en robe traditionnelle bien sûr, nous a placés. Elle semblait essayer de trouver un équilibre entre ne pas être impolie et nous considérer comme des éléments radioactifs. C'était franchement dérangeant. Un homme plus âgé, sans doute le gérant, est venu nous voir et s'est montré aimable. Je ne me souviens pas du repas, ce qui signifie probablement qu'il était banal. Nous sommes retournés dans notre chambre pour la nuit, et il n'y a pas eu d'autre étrangeté. En reprenant la route le lendemain, nous avons simplement secoué la tête en repensant à cette ville si bizarre. Quand j'avais 7 ans, et je sais bien que toute crédibilité s'envole à partir de là, je faisais du vélo près du parc de ma ville. Il y avait un petit tunnel qui passait sous une route à 2 voies, un endroit banal où on passait sans réfléchir. Ce jour-là, j'y suis entré en pédalant tranquillement, sans me douter de quoi que ce soit. Quand je suis ressorti de l'autre côté, je me suis arrêté net. Devant moi, ce n'était plus le parc. C'était un désert. Le chemin était toujours là, exactement le même, mais au lieu de disparaître entre les arbres, il continuait tout droit au milieu du sable. Il faisait chaud, un soleil écrasant brillait au-dessus de moi, et je pouvais voir quelques cactus éparpillés de chaque côté. L'air semblait sec, presque lourd à respirer. Je me souviens avoir posé le pied par terre, hésitant, en regardant autour de moi sans comprendre. Pendant quelques secondes, j'ai cru que c'était un jeu ou une blague, comme si quelqu'un avait transformé le décor pendant que je traversais le tunnel. J'ai même avancé de quelques mètres, en suivant le chemin, pour vérifier si tout cela était réel. Plus je regardais, plus ça semblait normal pour un désert, mais complètement impossible pour l'endroit où je vivais. La peur a fini par prendre le dessus. Sans réfléchir davantage, j'ai fait demi-tour, j'ai enfourché mon vélo et je suis retourné en toute vitesse dans le tunnel. Mon cœur battait très fort pendant les quelques secondes passées sous la route. En ressortant, je me suis retrouvé dans le parc de ma ville, exactement comme il aurait dû être. C'était la fin de l'après-midi,
les arbres typiques de la côte ouest projetaient de longues ombres, l'air était frais et on était en novembre. Je me suis arrêté encore une fois, tremblant un peu, et je me suis retourné vers le tunnel. En regardant à travers, je pouvais clairement voir l'autre côté du parc. Il n'y avait aucun cactus, aucun sable, seulement les arbres habituels et les pelouses familières. Tout semblait parfaitement normal, comme si le désert n'avait jamais existé. Il y a quelques années, je suis presque certain que mon père et moi avons vu quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment expliquer. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais c'est clairement l'événement de nos vies dont nous ne parlons jamais et qui continue de me faire me poser des questions auxquelles je ne pense pas obtenir de réponse un jour. J'ai l'habitude des petites villes calmes qui ferment bien avant le coucher du soleil. J'ai grandi dans l'une d'elles et il est assez rare d'y voir quelqu'un dehors après 20h30. J'ai toujours supposé que c'était pareil ailleurs. Un été, mon père, ma sœur et moi avons décidé de faire un road trip jusqu'en Arkansas. Sauf que mon père a dû rester tard au travail, ce qui nous a fait partir très tard pour entamer ce trajet de 5 heures. Il devait être environ 2h30 du matin et nous roulions sur une route déserte à 2 voies dans le Missouri. Mon père déteste tout ce qui touche à la conduite dans la circulation, il préfère donc généralement emprunter de vieilles routes avec peu de voitures. 9 fois sur 10, il est aussi plus facile d'y rouler vite, car la police y passe moins souvent. Ma petite sœur dormait profondément sur la banquette arrière, puisque nous roulions facilement à près de 145 km/h sur une route où nous n'avions pas croisé une seule voiture depuis presque 1 heure. J'aurais probablement pu dormir moi aussi, mais j'aime rester éveillé pour m'assurer que mon père ne commence pas à somnoler. Il venait tout juste de finir une journée de 10 heures, après tout. Je lève les yeux de mon téléphone une fraction de seconde et je vois la silhouette noire d'une personne sur la route. Avant même que je comprenne ce qui se passait, mon père a brusquement dévié et la voiture a quitté la chaussée pour finir dans le fossé. J'étais convaincu que nous avions percuté cette personne au milieu de nulle part, rien qu'à voir mon père adulte hyperventiler. Je ne l'ai même pas vu, sérieusement, c'est quoi ce bordel ? Je suis resté là, sonné, confus et mort de peur. Je ne savais pas s'il fallait appeler les urgences, rester dans la voiture ou sortir pour aller vérifier l'état de cette personne. Après tout, on était dans le Missouri. Mon père est sorti de la voiture et je serrais mon téléphone, attendant qu'il me dise quoi faire. Mais il ne l'a jamais fait. Il est simplement remonté dans la voiture et a repris la route. Ma petite sœur avait dormi pendant toute la scène, d'une manière ou d'une autre. J'ai essayé de lui demander ce qu'il y avait sur la route, mais il ne m'a même pas répondu. J'avais littéralement senti l'impact de cette personne contre notre véhicule. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi mon père n'était pas furieux que l'avant de la voiture soit abîmé, ni pourquoi il n'avait pas appelé la police. J'ai passé tout le voyage avec une boule au ventre, persuadé que mon père avait tué quelqu'un dans un coin paumé du Missouri et que personne ne le saurait jamais. Bien sûr, ma sœur a posé des questions sur les dégâts sur la voiture, mais elle a vite été distraite par les activités du séjour. Pour le trajet du retour, mon père a pris l'autoroute principale du début à la fin. Il lui a fallu presque 1 mois pour me dire ce qui s'était réellement passé. Il ne l'a toujours pas raconté à ma mère ni à ses frères et sœurs. Il m'a expliqué que lorsqu'il était sorti de la voiture, il n'y avait absolument rien. Pas la moindre trace de quelqu'un ou de quelque chose qui aurait pu heurter le véhicule. Pas même une goutte de sang. Il m'a dit que jusque-là, il n'avait jamais remis en question sa propre santé mentale ni l'existence de choses qui dépassent l'entendement, jusqu'à ce moment précis. Il y a quelques années, mon frère a déménagé du Texas vers l'Utah, où je vivais à ce moment-là. Pour l'aider et en profiter un peu, j'ai pris l'avion jusqu'au Texas, puis nous sommes repartis ensemble en voiture, en transformant le trajet en road trip. Plusieurs jours de route, de longues lignes droites, des paysages immenses et ce sentiment de liberté un peu irréel qu'on a quand on traverse des États entiers. En traversant une zone rurale du Nouveau-Mexique, sur une autoroute presque vide, le voyant d'essence s'allume soudainement. Même pas 10 secondes plus tard, le moteur s'éteint. Panne sèche. On se regarde, à moitié surpris, à moitié amusé.
C'était étrange que le voyant se déclenche si tard, mais sur le moment, on ne s'inquiète pas trop. J'appelle l'AA, ils arrivent avec quelques gallons d'essence, et la voiture redémarre sans problème. On se dit quand même qu'il vaut mieux faire le plein dès que possible, surtout après avoir réalisé à quel point les stations-service sont rares dans ce coin perdu. Je consulte Google Maps, on repère une station à la prochaine sortie, et on quitte l'autoroute avec un certain soulagement. Sauf que, une fois arrivé, quelque chose cloche immédiatement. Google indique clairement une station-service, mais ce qu'on a devant nous ressemble davantage à un vestige oublié qu'à un endroit fonctionnel. Il y a une seule pompe à essence, une pompe manuelle, du genre qu'on voit sur de vieilles photos avec des Ford anciennes. Elle est rouillée, sale, et donne l'impression de ne pas avoir été utilisée depuis des décennies. Juste en face, il y a une petite cabane. En étant très généreux, elle doit faire à peine 20 mètres carrés. Dans la fenêtre, un unique panneau néon affiche « Open ». La lumière est allumée, mais la porte est verrouillée. Il n'y a personne à l'intérieur, personne aux alentours, aucune autre voiture. Le silence est presque oppressant. Enfin, pas tout à fait personne. Un chien est assis devant la porte de la cabane. Un golden retriever, sans collier, sans laisse. Il ne bouge pas. Il nous regarde simplement, calmement, comme s'il nous observait depuis longtemps déjà. Il ne s'approche pas, ne grogne pas, ne remue même pas vraiment la queue. Il est juste là, immobile, les yeux fixés sur nous. On sort de la voiture, on regarde autour, on échange quelques mots à voix basse. Mon frère plaisante en disant que l'endroit ressemble à un décor de film d'horreur à petit budget, mais son rire sonne faux. Moi, j'essaie la porte, elle est bien fermée. Je jette un œil à la pompe, mais il est évident qu'elle ne fonctionnera jamais. On reste là environ 5 minutes. Plus le temps passe, plus le malaise s'installe. Ce n'est pas seulement l'abandon du lieu, c'est une impression plus profonde, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Comme si la réalité elle-même était légèrement décalée à cet endroit précis. Même le chien finit par me mettre mal à l'aise, toujours assis exactement au même endroit, sans jamais détourner le regard. Sans vraiment se concerter, on décide de partir. On remonte dans la voiture, on fait demi-tour, et on reprend la route jusqu'à trouver une vraie station-service, avec des lumières, des gens, du bruit, quelque chose de normal. En faisant le plein, la tension retombe enfin. Depuis, mon frère et moi reparlons parfois de cet endroit. On se demande ce que c'était vraiment, si la station avait un jour existé, ou si on est tombé sur quelque chose qui n'aurait pas dû être là. À l'époque, mon père possédait une entreprise qui louait des véhicules 4x4 à des étrangers souhaitant explorer les zones rurales d'Afrique. Ces voitures étaient équipées pour le tout-terrain et tombaient rarement en panne. Mais cette fois-là, l'une d'elles a eu un problème. Mon père a dû aller récupérer le véhicule, comme il l'avait déjà fait plusieurs fois auparavant, et puisque nous vivions dans le pays voisin, le trajet ne dépassait pas 20 heures. Nous vivions au Cap, en Afrique du Sud, et le véhicule était tombé en panne en Namibie. Pour mon plus grand bonheur, mon père partait récupérer ce 4x4 pendant les prochaines vacances scolaires et m'a proposé de l'accompagner. Je précise que j'avais environ 16 ans à l'époque et que les histoires de fantômes ne m'avaient jamais vraiment affecté. Nous sommes donc partis pour ce long voyage et tout s'est déroulé comme prévu. Nous sommes arrivés au point de récupération, avons accroché le 4x4 en panne au nôtre et sommes repartis sans aucun souci, jusqu'à la tombée de la nuit. Je connaissais assez bien la Namibie. Le pays est célèbre pour ses histoires de fantômes, ses villes abandonnées et d'autres phénomènes étranges, mais dans mon esprit tout cela relevait de la pure fantaisie. Avance rapide jusqu'à environ 2h30 du matin. Mon père me réveille avec une inquiétude perceptible dans la voix. Il me demande de regarder dans le rétroviseur et de lui dire ce que je vois. Je regarde et remarque 2 phares faibles, presque collés à notre pare-chocs arrière, qui semblaient rebondir légèrement. Mon père voulait s'assurer que je les voyais aussi et que ce n'était pas simplement la fatigue qui lui jouait des tours. Je regarde autour de nous et l'endroit où nous nous trouvions était terrifiant, pour le moins. Nous étions entourés de collines, mais à cause de l'absence totale de lumière,
ce n'était qu'une masse noire contre le ciel nocturne, couverte d'arbres sans feuilles aux branches pointues et acérées. Je demande à mon père où nous sommes et il me répond simplement qu'il n'en sait rien, qu'il suit le GPS, puis me demande de vérifier s'il y a des villes à proximité. Il n'y en avait aucune, pas avant plus de 300 km. Il me montre à nouveau le rétroviseur et dit « Regarde ». Il déporte alors le véhicule de l'autre côté de la route, sur la voie opposée, et les phares font exactement la même chose sans hésitation, comme s'ils étaient attachés à nous. Je demande à mon père ce que c'est et il me dit qu'il pense que c'est un camion. En soi, ce n'est pas totalement inhabituel sur ces longues routes traversant le pays, mais quelque chose dans cette situation semblait anormal. Je suggère à mon père que le camion veut peut-être simplement nous dépasser. Nous tirions une lourde charge et roulions bien en dessous de la limitation de vitesse, il pouvait être impatient. Mon père décide de ralentir à 60 km/h et se rapproche de la ligne jaune pour l'inciter à passer. Non, le camion ralentit aussi. D'accord, on descend encore. Mon père ralentit à 40 km/h. Même résultat. Nous avons dû descendre jusqu'à 20 km/h pour que le camion commence enfin à nous dépasser. Et c'est là qu'il l'a fait. Nous avons entendu un gémissement, le grincement des vitesses, et ce qui nous a semblé une éternité avant que le camion n'arrive enfin à notre hauteur. Il faut garder à l'esprit que ce sont des routes sinueuses avec des collines, donc dépasser n'est pas recommandé, encore moins à une vitesse aussi lente, mais ce camion a pris tout son temps jusqu'à se retrouver juste à côté de nous. C'était un de ces camions transporteurs de voitures à 2 niveaux. Il était couvert de chaînes sur les côtés, qui s'entrechoquaient lentement dans la nuit. L'arrière du camion, là où les voitures sont chargées, semblait tordu, le métal était rouillé et maintenu par des morceaux de bois, et des lambeaux de tissu déchirés flottaient au vent. J'étais terrorisé. J'ai porté mon attention sur la cabine, noire comme le ciel cette nuit-là, et il n'y avait aucun conducteur visible. Je n'invente rien, nous n'avons vu personne. Le camion s'est placé devant nous en gémissant et il ne semblait pas pouvoir accélérer davantage. Nous étions maintenant coincés derrière cette épave roulante et mon père a commencé à s'impatienter. Nous avons entrepris de le dépasser et avons à nouveau cherché un signe de vie dans la cabine en passant à sa hauteur. Rien. Une fois devant le camion, j'ai remarqué que ses phares devenaient de plus en plus faibles, et quand nous accélérions, lui aussi. Les lumières continuaient de faiblir jusqu'à n'être plus qu'une étincelle. C'est à ce moment-là que j'ai été convaincu qu'il se passait quelque chose de surnaturel. Nous roulions le long d'une colline et un virage approchait, pas un virage serré, mais si on le manquait, on sortait tout droit de la route et on dévalait la pente, car il n'y avait aucune barrière. Nous avons pris le virage lentement, compte tenu de notre lourde charge, et le camion a continué tout droit sans la moindre hésitation. Nous l'avons tous les deux vu quitter la route et dévaler la colline, où il s'est finalement immobilisé en bas, et toutes les lumières se sont éteintes. Nous nous sommes arrêtés sur une aire de repos pour la nuit et sommes retournés sur place le matin afin de voir si quelqu'un avait été blessé ou si le camion était toujours là. Il n'y avait rien, et aucune trace de pneus ni de buissons cassés à l'endroit où nous l'avions vu quitter la route. Mon université et la maison de mes parents étaient séparées par environ 5h15 à 5h30 de route. Pendant mes 4 années d'études, j'ai fait ce trajet entre 25 et 30 fois. C'était un parcours que je connaissais par cœur, au point de pouvoir le faire presque sans réfléchir, en anticipant chaque sortie, chaque ville, chaque virage important. Mais une fois, en rentrant chez moi, quelque chose n'a pas collé. Alors que je roulais tranquillement, je me suis rendu compte que j'étais déjà arrivé dans la ville qui marquait le point à peu près à mi-chemin du trajet. Cette pensée m'a immédiatement fait froncer les sourcils. Je savais très bien à quelle heure j'étais parti, et il était impossible que je sois déjà là. J'ai jeté un œil à l'horloge de la voiture. 6h30. J'ai regardé ma montre. 6h30. J'ai pris mon téléphone. 6h30. Pourtant, j'avais quitté le campus à 5h30. Sur le coup, j'ai commencé à douter de moi. Peut-être que je m'étais trompé d'heure en partant. Mais j'ai fouillé dans mon téléphone et j'ai retrouvé le message que j'avais envoyé à mes parents pour leur dire que je prenais la route. Le message était horodaté à 5h30. Il n'y avait eu aucun changement d'heure,
je n'avais traversé aucun fuseau horaire. Tout indiquait que quelque chose n'allait pas. En essayant de reconstituer le trajet dans ma tête, j'ai réalisé que mes souvenirs devenaient flous à un moment précis. La dernière chose dont je me souvenais clairement, c'était un embranchement. Une route qui se séparait de l'itinéraire habituel. Je ne l'avais jamais vue auparavant, ce qui était déjà étrange étant donné la simplicité du réseau routier de l'État. Je me rappelais avoir pensé que cette route pouvait peut-être raccourcir le trajet. L'idée m'avait semblé logique sur le moment, presque évidente, comme si je l'avais déjà empruntée auparavant. Après ça, un autre souvenir me revenait. Une station-service. Elle était très nette dans ma mémoire. Je pouvais voir le parking, les pompes, et surtout un semi-remorque garé là, peint de manière très particulière, avec des couleurs et des motifs impossibles à confondre avec un autre. Cette image était précise, presque figée. Et ensuite, plus rien. Un grand vide. Comme si une portion entière du trajet avait été effacée. Puis, soudain, le moment où je regardais l'horloge et où je réalisais qu'il était 6h30 et que j'étais déjà à mi-chemin. Encore aujourd'hui, je pourrais dessiner cette route qui se détachait de l'axe principal. Je pourrais dessiner la station-service et le camion avec une précision troublante. Mais je n'ai aucune explication sur la façon dont j'ai pu gagner presque une heure sur un trajet où cette route n'existe tout simplement pas. Cela s'est produit pendant ma 3e année d'université. À ce moment-là, j'avais déjà fait ce trajet de nombreuses fois. Après cet incident, je l'ai refait encore et encore, sans jamais revoir cette route. Elle n'apparaît sur aucune carte, et pourtant elle était suffisamment large et aménagée pour qu'elle ne puisse pas passer inaperçue. Le reste du trajet ce soir-là s'est déroulé dans un état de confusion totale. Je conduisais en essayant de comprendre ce qui avait pu se produire, comment j'avais pu perdre conscience d'une partie du voyage, ou comment j'avais pu arriver en avance sans explication rationnelle. Quand je suis finalement arrivé chez mes parents, ils ont été surpris de me voir si tôt. Ils s'attendaient à devoir rester éveillés bien plus tard. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, étape par étape. Ils m'ont écouté, perplexe, sans vraiment savoir quoi dire, ce qui était parfaitement compréhensible. Moi-même, je n'avais aucune réponse. Tout ce que je veux, encore aujourd'hui, c'est savoir ce qu'était cette route. Où elle menait. Et comment elle a pu exister, ne serait-ce qu'une seule fois. Je suis allé à Singapour avec ma mère pour un voyage. Un jour, nous sommes entrés dans un centre commercial, impossible aujourd'hui de me souvenir de son nom. À l'heure du déjeuner, nous avons cherché un endroit où manger et nous sommes arrivés dans l'espace de restauration. L'étage était de forme circulaire, presque cylindrique, avec une grande ouverture vitrée au centre qui donnait sur les niveaux inférieurs. Tout était lumineux, moderne, et assez impressionnant. Après avoir fait le tour, nous nous sommes arrêtés devant un restaurant qui nous semblait parfait. Il était plutôt élégant pour un food court, pas trop bondé mais pas vide non plus. Il y avait quelques tables occupées, une ambiance calme, et le menu nous donnait envie. Nous nous sommes installés, avons commandé, et le repas s'est très bien passé. Rien d'exceptionnel au point de s'en souvenir toute une vie, mais suffisamment bon pour que l'on se dise que ce serait une bonne idée d'y revenir plus tard pendant le séjour. 2 jours plus tard, justement, nous avons décidé d'y retourner. Nous sommes revenus dans le même centre commercial, au même étage, certains de reconnaître les lieux sans la moindre hésitation. Mais très vite, quelque chose n'allait pas. Le restaurant n'était pas là. Au début, nous avons pensé que nous nous étions trompés d'endroit précis. Alors nous avons commencé à marcher lentement le long du périmètre de la salle circulaire. Une fois. Puis une deuxième fois. Puis encore une autre, en regardant attentivement chaque façade, chaque enseigne, chaque table. Impossible de le retrouver. L'emplacement semblait occupé par d'autres restaurants, tous différents de celui dont nous avions le souvenir. Un peu perplexes, nous avons consulté le plan du centre commercial affiché près d'un escalator. Le restaurant n'apparaissait nulle part. Pas sous un autre nom, pas déplacé ailleurs, rien. Comme s'il n'avait jamais existé. Nous avons même comparé nos souvenirs, en décrivant l'endroit, les couleurs,
la disposition des tables, et nous étions d'accord sur les détails. Pourtant, aucune trace. Pendant un moment, nous avons envisagé une explication rationnelle. Peut-être que le restaurant avait fermé entre-temps et qu'un autre avait ouvert à sa place. Mais en seulement 2 jours, cela semblait excessivement rapide, même pour une ville aussi dynamique que Singapour. Et surtout, aucun des restaurants présents ne correspondait, même vaguement, à celui que nous avions fréquenté. Je faisais de la plongée sous-marine dans le lac Travis, près d'Austin. À certains endroits, on pouvait nager jusqu'au bord d'une falaise submergée. Le fond s'arrêtait net, puis il fallait se laisser glisser dans le vide, comme si le lac s'ouvrait soudain sous soi. Même en connaissant l'endroit, il y avait toujours une hésitation au moment de basculer. En descendant, la lumière diminuait rapidement. Vers 20 ou 30 mètres de profondeur, le paysage changeait complètement. On commençait à distinguer les vestiges de l'ancienne rivière, engloutie lorsque le lac avait été créé. Là-dessous, des arbres étaient encore debout, enracinés dans l'ancien lit de la rivière, figés depuis des décennies. Leurs troncs montaient lentement depuis le fond, et leurs branches, entièrement dépouillées, s'étendaient dans l'eau comme des bras maigres. À cette profondeur, il faisait suffisamment sombre pour qu'une lampe soit indispensable. Sans elle, tout se confondait dans une masse noire et verte. Avec la lumière, chaque détail apparaissait brutalement. Le faisceau éclairait une branche, puis une autre, révélant soudain la silhouette entière d'un arbre qui semblait surgir de nulle part. Les branches osseuses se découpaient dans l'eau, pareilles à des doigts tendus, et il fallait parfois faire attention à ne pas s'y accrocher en passant. Je me souviens d'une plongée en particulier où je me suis laissé descendre un peu plus longtemps que d'habitude. En regardant autour de moi, j'ai eu l'étrange sensation d'être observé, non pas par quelque chose de vivant, mais par le décor lui-même. Les arbres formaient une sorte de forêt silencieuse, complètement immobile, comme si le temps s'y était arrêté au moment de l'inondation. Chaque coup de palme soulevait un peu de sédiment, et la visibilité diminuait encore, rendant l'endroit plus oppressant. À un moment, ma lampe a éclairé un tronc énorme juste devant moi, apparu sans avertissement dans le faisceau. J'ai sursauté malgré moi, le cœur battant plus vite, avant de me rappeler où j'étais. C'était seulement un arbre, mais dans cette obscurité, même les choses inoffensives prenaient une allure menaçante. Un jour, je rentrais de Boston en avion avec un ami quand notre vol a été dérouté à cause d'une tempête. Au lieu d'atterrir là où nous devions, nous avons été envoyés beaucoup plus au sud, quelque part vers la Géorgie ou un état dans ce genre. Il était tard, les conditions météo étaient mauvaises, et la compagnie a décidé de nous faire passer la nuit sur place. Dans l'avion, il y avait un couple assis non loin de nous. Ils étaient étrangers, probablement originaires du Moyen-Orient. Ils parlaient anglais avec un fort accent, mais pour nous, c'était parfaitement compréhensible. Arrivé à l'aéroport, tout le monde s'est retrouvé à faire la queue au comptoir pour les hôtels et les nouveaux billets. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. La femme au comptoir n'arrivait absolument pas à comprendre ce couple. Elle répétait sans cesse qu'ils ne parlaient pas anglais, qu'elle ne pouvait pas les aider, et qu'ils devaient attendre quelqu'un d'autre. Le couple semblait de plus en plus stressé, essayant de s'expliquer calmement, mais rien n'y faisait. Mon ami et moi échangeons des regards, parce que nous comprenions exactement ce qu'ils disaient. Ils expliquaient simplement leur destination finale, demandaient un hôtel pour la nuit et voulaient savoir comment reprendre leur vol le lendemain. Finalement, nous sommes intervenus. Nous avons répété mot pour mot ce que le couple venait de dire, sans rien changer. Soudain, la femme au comptoir comprenait. Nous avons aidé à trier leurs billets, à clarifier leur itinéraire, et à obtenir une chambre d'hôtel gratuite. On nous a même donné des chambres dans le même couloir, presque côte à côte, comme si tout était parfaitement normal. Plus tard dans la soirée, en parlant avec d'autres passagers, nous avons mentionné ce qui s'était passé. Tous nous ont affirmé que ce couple ne parlait pas anglais du tout. Certains disaient qu'ils n'avaient entendu que des sons incompréhensibles. D'autres étaient convaincus qu'ils parlaient une autre langue. Mon ami et moi étions perplexes, parce que pour nous,
la communication avait été fluide et évidente. Le lendemain matin, nous avons partagé un taxi avec le couple jusqu'à l'aéroport. Nous les avons accompagnés jusqu'à leur porte d'embarquement, nous sommes assurés qu'ils avaient leur carte d'embarquement et qu'ils savaient où aller. Ils nous ont remerciés chaleureusement, avec des sourires sincères et des phrases parfaitement claires. Avant de partir, je suis repassé devant le comptoir où nous avions passé tant de temps la veille. L'endroit était méconnaissable. Le comptoir n'existait plus. À la place, il n'y avait qu'un mur vide, comme si rien n'avait jamais été installé là. Pas de panneau, pas de guichet, juste un espace fermé et inutilisé. Mon frère et moi vivions à Chicago. Nous devions nous rendre à Panama City Beach pour le mariage de mon cousin le lendemain. Naturellement, nous avons pris l'avion. Notre premier vol allait à Atlanta. Tout semblait bien se passer. Nous avons seulement eu un léger retard pendant le roulage, l'aéroport d'Atlanta est assez grand, mais en trottinant un peu, mon frère et moi avons réussi à rejoindre la porte. Il nous restait 5 minutes. Malheureusement, l'avion était déjà parti. J'imagine qu'il était occupé à moins de 90% et qu'il avait le feu vert du contrôle aérien, donc laisser mon frère, 6 autres personnes et moi sur le carreau était apparemment tout à fait acceptable. La compagnie aérienne ne nous proposait rien d'autre qu'une nuit d'hôtel à l'aéroport, que nous avons poliment refusé. Nous devions faire ce trajet de 5 heures en voiture cette nuit-là pour arriver à temps pour toutes les cérémonies. Hors de question de s'installer à l'hôtel, repartir tôt le matin et essayer de s'en sortir. Fais-moi une faveur et regarde l'itinéraire le plus rapide entre Atlanta et Panama City. C'est à peu près celui-là, merci au Garmin débile de Hertz, que nous avons pris. Mon frère et moi avons décidé de nous partager la route en 2 relais, puisqu'il était déjà environ 23 heures quand nous avons récupéré la voiture de location et que nous étions tous les deux épuisés. Il a pris le premier relais et je me suis assoupi. Quelque part entre Atlanta et Columbus, un cerf est sorti de nulle part et a percuté notre voiture. Il a embouti tout le côté conducteur. Mon frère était, inutile de le dire, mort de trouille. Il m'a immédiatement demandé de prendre le volant, ce que j'ai fait sans hésiter, parce que putain, un cerf venait de nous rentrer dedans. J'ai ensuite traversé Columbus et je suis apparemment entré dans le comté de Scooby-Doo. Nous avons dû nous arrêter pour faire le plein. J'aurais vraiment dû m'arrêter à Columbus. À la place, j'ai choisi une ville louche, à moitié détruite, recouverte d'un épais brouillard. Je suis passé devant un dîner abandonné, une agence de cautionnement, et d'autres petits commerces impossibles à identifier avant de trouver la station-service avec des barreaux en acier aux fenêtres. Mon frère dormait encore quand je suis sorti de la voiture. Je commence à faire le plein. J'avais envie de pisser, mais hors de question d'entrer là-dedans. On distinguait à peine la rue par laquelle je venais d'arriver. Je regarde une seconde fois et je vois un homme avec un vieux chapeau de cow-boy cabossé et une salopette, simplement en train de rester là, sous la lumière de l'épicerie. « Qu'est-ce que tu fais dehors si tard dans la nuit ?» dit-il. Il avait l'air plutôt sympa. « On vient de percuter un cerf. On va à Panama City pour un mariage, ai-je répondu. Sans blague ? Ça a laissé une sacrée bosse ? Il s'approche de la voiture et commence à inspecter les dégâts. Il siffle un peu, fait quelques bruits. Mon frère se réveille en sursaut et voit l'homme. Il est effrayé mais heureusement il ne se met pas à hurler. L'homme s'approche un peu plus de moi quand il entend le clic de la pompe. « Bon, je suppose que vous feriez mieux de reprendre la route, » dit-il d'une voix plus grave en s'avançant vers moi. « Parce que si tu te perds par ici, personne te retrouvera sur une carte. Tu m'entends, fiston ? » Quand j'avais 14 ans, je rentrais chez moi en voiture avec ma famille, de nuit, en traversant la Blue Ridge Parkway. La route serpentait au milieu de nulle part. De chaque côté, il n'y avait que des arbres épais et des parois rocheuses qui semblaient se refermer sur la chaussée. Les phares éclairaient à peine plus loin que le prochain virage et personne ne parlait vraiment, bercé par le bruit régulier du moteur. En sortant d'une courbe, nous sommes tombés face à quelque chose qui n'avait rien à faire là. Devant nous se dressait une immense ouverture,
comme un tunnel ou peut-être une grande arche de pierre. De l'autre côté, il faisait jour. Une vraie lumière de plein jour, nette et chaude, qui contrastait violemment avec la nuit autour de nous. On distinguait clairement des bâtiments, grands et massifs, comme ceux d'une ville ou d'un centre industriel. Ce n'était pas flou ni lointain. C'était précis, structuré, réel. La voiture n'allait pas vite. Nous avons tous eu le temps de regarder. Je me souviens avoir retenu ma respiration. Ma mère s'est penchée en avant, comme si elle essayait de mieux voir. Mon père n'a rien dit tout de suite, mais ses mains se sont crispées sur le volant. En passant devant l'ouverture, j'ai remarqué que la perspective changeait naturellement, exactement comme elle l'aurait fait avec un véritable tunnel. Les bâtiments se déplaçaient dans le champ de vision, donnant une impression de profondeur indiscutable. Ce n'était pas une image plate, ni un reflet. Personne n'a parlé pendant quelques secondes après l'avoir dépassé. Puis j'ai demandé ce que c'était. Mon père a simplement répondu qu'il ne savait pas, mais sa voix était tendue. Même lui, qui n'a jamais eu la moindre imagination, avait vu la même chose que nous. Il a fait demi-tour un peu plus loin, en silence. Mon cœur battait très fort. Je m'attendais presque à revoir la lumière apparaître au détour du virage. Mais quand nous sommes revenus à l'endroit exact, il n'y avait plus rien. Juste une paroi rocheuse continue, sombre et banale. Aucun tunnel. Aucune arche. Aucun espace où quoi que ce soit aurait pu se trouver. Mon père a regardé la roche quelques secondes, puis il a redémarré sans descendre de la voiture. Il a dit qu'il valait mieux ne parler de ça à personne, que les gens nous prendraient pour des fous et qu'on finirait enfermés quelque part. Personne n'a protesté. Le reste du trajet s'est fait dans un silence lourd. C'était en 1994. À l'époque, il n'y avait aucune technologie portable capable de projeter une illusion aussi parfaite au milieu de la montagne. Et même si ça avait été le cas, rien n'expliquait la solidité visuelle de ce que nous avions vu, ni la façon dont l'espace semblait réellement exister. 24 ans ont passé, et cette scène est toujours aussi nette dans ma mémoire. Je revois la lumière, les bâtiments, l'ouverture impossible dans la roche. Peu importe le temps qui passe, je sais surtout que cet endroit n'aurait jamais dû être là. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.